Allô, bonjour. Bonjour, Salut, bonjour. Bonjour. bonjour, on vous attend. On ne vous reçoit pas très bien. Et maintenant, c'est bon? La qualité de son Pas trop, maintenant, pas vraiment. pas vraiment, hein. Attendez. Peut-être vous avez un petit problème interne de son, puisque Bishoy, normalement, Bishoy, vous pouvez m'entendre. Vous Oui, pouvez m'entendre. oui, j'entends bien. Ah, ok. Est-ce que vous entendez? Je Non, pense je je n'entends pense pas que vraiment. c'est un problème avec la connexion. Peut-être, Euh, peut-être, oui. Juste essayer de vérifier l'amplificateur, je sais pas, le système sonore. Et C'est juste de vérifier la connexion, vérifier ouais, la logistique. Hein. Donc, j'essaie toujours de parler pour voir si le problème est réglé. Mhm. Maintenant, c'est bon? Pas tellement. Vous pouvez m'entendre maintenant? allez-y, on va voir. Maintenant, vous pouvez m'entendre? On vous reçoit un peu. Attendez, on va essayer de régler chez nous ici. Ok, ok, ok. Bonjour, docteur, bonjour. Ça va, vous allez bien? Est-ce que vous avez un haut-parleur qui nous peut brancher sur le... On n'entend pas bien la voix, il y a certaines personnes qui n'entendent pas. Ok. Merci, c'est pour ça. Est-ce que ça... Oui. Allô, vous me recevez? Oui, très bien, oui. Maintenant, vous pouvez m'entendre? Pas encore. Allô? Oui. Allô? Bonjour, vous allez bien? Toujours avec moi? Ouais. Nous sommes encore par un problème. Nous n'avons pas de partenaire qui nous vont brancher sur l'ordinateur. Tout le monde nous entend quoi. Si par hasard, il y avait un partenaire. Bon, nous sommes avec le groupe. Lui-même, il a des soucis. Il ne vient pas pour la première. ISMG. Oui. Ça commence à bien.
Est-ce que vous avez réglé le problème, Monsieur Paul, ou pas encore? Allô? Apparemment, Bishoy, ils ont un petit problème sur le haut-parleur. Donc, il essaye de trouver une solution. OK. Ouais. Il a envoyé un message sur le Q&A. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous avons un haut-parleur, mais la réception est très faible. Laissez-moi 2 minutes, je vais revoir la configuration. OK. Bon. C'est bon, vous le savez. Maintenant, c'est bon? Le son est bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon? Juste un petit message. Si tout est bien, on va commencer, hein. On peut commencer, hein. C'est bon, Bishoy. Normalement, on Oui. peut commencer. Oui, Oui. je pense qu'on peut commencer. L'enregistrement de la formation, ce sera disponible après on termine la formation. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas très clair, tu peux le voir pendant l'enregistrement de la formation. OK. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, ils ont envoyé déjà un message. Tout est bon. OK. OK. Il a dit OK. OK. Chez moi, c'est bon. Nos collègues ont toujours quelques soucis. Donc, on peut commencer en attendant de régler tous les problèmes techniques, hein. Moussa, il a dit qu'il a quelques collègues qui ont toujours quelques soucis. On commence, Bishoy. Alors? Oui, 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 on commence, je pense, oui. OK, on commence. Donc, OK. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Hicham Chorfi, je suis ambassadeur d'Elsevier. Et avec moi, bien sûr, Monsieur Bishoy Aziz, il est consultant de clients chez Elsevier. Donc, aujourd'hui, on va parler de la plateforme Science Direct et ses différentes fonctionnalités afin de découvrir surtout les bases. Et même, on va parler de Scopus comme base de données très connue dans le monde. Donc, on doit distinguer entre les deux. Science Direct, c'est une plateforme. Scopus, c'est une base de données. Donc, cet atelier rentre dans une série de formations sur Science Direct et même sur Scopus et même sur Mendeley. Il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de produits d'Elsevier très intéressants pour le chercheur et pour la recherche scientifique en général, dont on parle des conseils, des astuces pour trouver l'information scientifique et les différentes sources
soit pour documenter, soit pour collaborer avec d'autres chercheurs dans le monde, soit même à l'échelle interne ou bien à l'échelle internationale, et même pour publier des articles scientifiques, on peut trouver des solutions à plusieurs et des réponses à plusieurs questions sur plusieurs domaines de recherche scientifique. Tout ça, bien sûr, va nous aider pour maîtriser le volet découverte, le volet recherche, le volet analyse des données pour une bonne réflexion de l'utilisateur. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons faire un tour rapide pour voir les bases. À chaque fois, je vais essayer de voir les questions, de voir même sur le chat s'il y a un problème technique toujours. Donc, on va essayer de régler tout ça. Et bien sûr, avec moi, mon collègue Bishoy qui va suivre avec moi la formation. Donc, on va présenter Sciences Directes comme plateforme, comme j'ai dit tout à l'heure. Comment voir les domaines, comment voir les sous-domaines, comment voir les spécialités pointues, même la sélection d'une revue. Et rapidement, on va essayer de trouver le temps pour parler de l'équation de recherche. Il est très, très important de comprendre le principe d'équation de recherche, les filtres classiques, les filtres avancés, et même comment rester à jour à travers la configuration des alertes. Donc, à travers plusieurs produits, plusieurs services d'LCV, on peut voir la configuration des alertes qui est déjà appliquée dans plusieurs bases de données. Mais c'est bien de maîtriser tout ça afin de faciliter la recherche sur Sciences Directes. Donc, pour un doctorant, généralement, il va faire la recherche une seule fois. C'est la recherche, c'est l'année théorique, la première année de thèse. Donc, il doit maîtriser comment configurer des alertes comme ça pour affiner l'obtention des résultats et comme ça pour rester à jour avec son axe de recherche. Scopus aussi, donc comme base de données, Scopus c'est pour les citations, pour les indexations des journaux, donc on va choisir quelques points importants puisque pour bien comprendre et pour maîtriser Scopus, il faut toute une série d'ateliers. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, vous allez bien comprendre l'objectif et même l'utilisation des outils, surtout pour les gens qui n'ont pas d'informations sur les deux produits, Sciences Directes et Scopus. OK? OK. Donc, en parlant des produits LCV, les différents outils, les différents produits d'LCV et la qualité de son contenu et de ses analyses scientifiques, je voudrais profiter pour dire une simple information, c'est que, à titre d'exemple, depuis l'année, c'est 1999, c'est ou bien l'année 2000 exactement, plus de 99% des lauréats des prix Nobel ont publié dans des revues Elsevier. Et ils ont même cité plusieurs articles et plusieurs documents publiés aussi à Elsevier. Donc, c'est un critère de qualité qui parle des lauréats des prix Nobel qui ont publié et qui ont cité des articles de la production Elsevier en général. Donc là, on parle d'une source de confiance, on parle d'une source de haute qualité et même statistiquement parlant, par exemple, on parle de statistiques de l'année 2018, Scopus Analyze, bien les analyses Scopus. Donc, 31% de l'ensemble des journaux Elsevier sont classés premiers dans leur domaine dans le monde en 2018. Et l'impact de citations les plus élevés parmi les principaux éditeurs des livres dans Scopus. Donc, c'est un chiffre très, très important par rapport les autres éditeurs, par rapport le contenu scientifique qui existe sur le net. Et je parle sur le net, donc en général. Maintenant, une étape très, très importante à chaque utilisation de la plateforme Sciences Directes. Donc, à gauche, c'est l'interface principale de la plateforme Sciences Directes. Enfin, cette étape, elle est valable pour tous les produits et tous les services d'Elsevier. C'est la création de comptes personnels. Donc, la chose la plus facile et la plus importante en même temps, c'est de créer un compte personnel pour chaque utilisation de Sciences Directes et de Scopus.
Donc, après la connexion à travers votre IP, on va voir comment accéder à Sciences Direct et Scopus à travers l'IP institutionnel. Et donc, on va voir même l'accès à distance, ce qu'on appelle le Remote Access. Donc, juste cliquez sur s'identifier et tapez votre mail, votre mot de passe. Sinon, juste cliquez sur s'inscrire pour créer un simple compte. Donc, même pour avoir le compte, la méthode est très facile. Donc, c'est juste un petit formulaire, nom, prénom, email, mot de passe. Et ce compte comprend un éventuel de fonctions et de personnalisation et d'alertes de recherche. On parle beaucoup d'alertes de recherche et de configuration des alertes qui ont été conçues pour soutenir vos objectifs de recherche. Alors, le compte vous donne plusieurs options. Donc, la première option de compte personnel, là, je parle de deuxième compte. Donc, nous avons un compte pour accéder à Scopus, ça à travers l'IP institutionnel, par exemple. Après notre connexion, ou bien notre première connexion, on utilise ce qu'on appelle les comptes personnels. Ça, c'est pour configurer des alertes et pour profiter des différentes fonctionnalités. Donc, comme ça, pour être pédagogique, comme ça, pour bien comprendre pourquoi cette diapositive. OK? Donc, le premier volet concernant le compte personnel, donc c'est le volet recherche. Donc, je clique peut-être pour voir le volet recherche sur Sciences Direct. Voilà. Donc, toujours sur Sciences Direct, comme j'ai dit, c'est une plateforme créée et gérée par le groupe d'édition Elsevier. Elle est lancée exactement en presque 1997. Et comme vous voyez, c'est l'interface principale du site. Donc, c'est www.sciencesdirect.com. Ça, c'est pour accéder à Sciences Direct. On va avancer point par point. Donc, elle permet d'accéder maintenant à plus de 4500 revues académiques qui produisent des millions et des millions de publications scientifiques qui sont des publications évaluées par les experts, évaluées par les pairs. Donc, on parle des journaux de haute qualité, classés, indexés. Donc, surtout pour les doctorants, doivent comprendre c'est quoi un journal indexé, c'est quoi le classement du journal, quels sont les critères, quelle est la scientométrie en tant que science. Hein. C'est très important pour chaque doctorant surtout de comprendre c'est quoi la scientométrie, scientometrics. OK? Donc, il y a beaucoup de revues de la maison d'édition Elsevier. On va même voir après les plateformes qu'on utilise afin de choisir les meilleurs journaux qui correspondent aux axes de recherche ou bien nos problématiques de recherche. Et bien sûr, donc, vous pouvez accéder à la liste complète des journaux en appuyant sur le bouton en haut à droite, c'est le bouton Revue et Livres. Donc, c'est très important pour accéder directement sur Sciences Direct sur la liste des journaux LCB. Sur Sciences Direct, c'est une information clé. Sur Sciences Direct, on trouve que les journaux de la maison d'édition LCB. On ne trouve pas d'autres. Ça, ça parmi les fonctionnalités, parmi les avantages et parmi les caractéristiques de Sciences Direct. On trouve que les journaux LCB. Aussi, par domaine, donc par domaine, la couverture thématique du contenu Sciences Direct est très, très vaste. Donc, comme j'ai dit, et comme vous voyez donc en bas, donc vous pourrez avoir une idée sur les domaines clés, voir par exemple, comme vous voyez, les sciences, sciences physiques, l'ingénierie, sciences de la vie, la biologie, sciences de la santé, sciences sociales, sciences humaines. Donc, on trouve beaucoup de sciences sociales et humaines sur Sciences Direct et sur Scopus. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'utiliser Sciences Direct, beaucoup de gens technologues, mais on doit savoir que la plupart du contenu sur Sciences Direct est dans le domaine sciences sociales et humaines. Et même pour mondialement, les gens qui ont le H-index le plus élevé dans le monde ne sont pas des techniciens, ne sont pas des physiciens, ne sont pas des mécaniciens, mais ce sont des sociologues. Donc, ils ont un H-index vraiment élevé. Donc, parmi les informations qu'on doit toujours les corriger, hein, aussi, pas seulement les sciences sociales et humaines, il y a beaucoup de domaines et pour chaque domaine, on trouve des sous-domaines et on trouve des spécialités
pointues. Donc, je peux avoir un exemple ici. Donc, pour les sciences de la santé, on trouve des millions et des millions d'informations sur la médecine générale, sur la médecine spécialisée, la chirurgie, médecin dentaire, ou bien la médecine dentaire, pardon, vétérinaire, la pharmacologie, toxicologie. Voilà, donc elle vous donne accès au texte intégral complet des articles et aux documents publiés par Elsevier. C'est-à-dire du titre jusqu'aux références. Sur Sciences Direct, si on télécharge un article, on peut trouver la version complète. C'est-à-dire, comme j'ai dit, donc de l'introduction, bien de titre jusqu'aux références. Il y a beaucoup de méthodes pour écrire un article. Généralement, on utilise selon la méthode IMRAD. Sur IMRAD, on trouve le texte intégral. Maintenant, reste question accès. Donc, c'est le texte intégral, soit en PDF ou bien sous un autre format, est disponible généralement ou bien moyennant une inscription payante, individuelle, ou bien via les abonnements institutionnels, sauf les articles qui sont ce qu'on appelle les articles gratuits via le mode Open Access ou bien l'accès libre. Donc, à travers l'accès libre, on peut télécharger les articles gratuitement. Sinon, c'est soit inscription payante individuelle ou bien à travers l'abonnement institutionnel, à travers l'IP de l'établissement, à travers Remote Access, bien à travers votre domaine, votre mail professionnel de votre institution affiliée ou bien abonnée avec le Elsevier. Donc, Sciences Direct propose aux doctorants et aux chercheurs en général deux méthodes différentes de recherche. Il y a la recherche générale avec utilisation des filtres, ou bien une recherche avancée qui est une recherche, ce qu'on appelle la recherche présélective. Donc, vous pouvez sur la barre de recherche ici faire une recherche générale en fonction, par exemple, de titre, en fonction de mots-clés, de votre sujet, en fonction de nom d'auteur, en fonction de journal, de volume, et même à travers le numéro de page, si vous avez l'information sur le numéro de page. C'est l'information vraiment, c'est un détail, voilà. Donc, et on clique après sur rechercher, sur search. Maintenant, ultérieurement, après l'obtention des premiers résultats, donc vous pouvez appliquer d'autres filtres sur le résultat pour affiner plus. Donc, on filtre par rapport l'année, on filtre par rapport beaucoup de choses, hein, en fonction, par exemple, comme vous voyez à gauche, en fonction de spécialité. Vous pouvez même cliquer sur voir plus pour afficher tous les types d'articles c'est-à-dire le proceeding, le research article, ou bien article review, les articles review, les articles de recherche. Et même vous pouvez filtrer par titre de la publication, par journal, par type d'accès. J'ai parlé tout à l'heure de l'open access, par exemple, ou bien by subscription, bien par inscription, bien par abonnement. Donc, il y a plusieurs filtres intéressants pour avoir un résultat bien affiné qui répond vraiment à votre problématique. Ça, c'est une méthode pour faire la recherche. Soit en utilisant les filtres classiques, c'est-à-dire après l'obtention des résultats, ou bien en utilisant les filtres avancés, c'est présélectif, donc on peut filtrer même avant de faire la recherche. Maintenant, voilà une deuxième technique qu'on cite souvent, c'est la recherche avancée toujours. Elle est vraiment très efficace et vous aide à restreindre le champ de vos recherches dès le départ. Donc, la recherche avancée vous donne la main pour maîtriser plus et pour même ce qu'on appelle, comment dirais-je, pour contrôler les résultats. Voilà. Donc, avant la recherche avancée, donc, elle prend en charge généralement les opérateurs booléens. Et là, on va parler de l'équation de recherche. Donc, ils sont utilisés pour créer ce qu'on appelle les syntaxes de recherche, l'équation de recherche. Donc, on va utiliser quelques opérateurs, surtout pour Sciences Direct, on utilise généralement les opérateurs booléens. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur les opérateurs, puisque sur
Scopus, on utilise aussi d'autres, on utilise par exemple les jokers, les guillemets, il y a beaucoup de syntaxe vraiment qu'on peut les utiliser pour affiner les résultats. Maintenant, rapidement, concernant les opérateurs booléens, c'est le premier, c'est le AND, c'est AND en majuscule, en français c'est le et. Voilà directement l'exemple, c'est le premier mot-clé, par exemple, entre guillemets, AND, le deuxième mot-clé entre les guillemets. Donc, c'est comme ça. Donc, on va écrire la phrase comme une équation de recherche. Donc, on doit extraire avant les mots-clés, on doit éliminer les mots vides. Donc, en utilisant maintenant les mots-clés, on utilise les syntaxes, on utilise le AND, par exemple. Le AND, c'est-à-dire, donnez-moi les documents qui parlent des premiers mots-clés et qui parlent du deuxième mot-clé en même temps, ensemble. Donc, si on cherche une application, par exemple, entre la lumière et la biologie, par exemple. Quelle est l'utilisation des sources lumineuses sur la biologie? De préférence que j'utilise directement le AND, c'est-à-dire donnez-moi le document qui parle de la lumière et de la biologie en même temps, ensemble sur le même document. Ça, c'est une méthode très efficace afin de trouver directement un résultat affiné. Il y a un autre filtre ou bien un autre opérateur, c'est le OR, OR en majuscule toujours. C'est-à-dire, donnez-moi tous les documents qui parlent du premier mot-clé, ou bien qui parlent du deuxième mot-clé, ou bien même qui parlent des deux en même temps. Donc, le OR est plus général par rapport au AND, et le AND est inclus dans le OR. Donc, si je cherche des documents qui parlent juste des premiers mots-clés, ou bien qui parlent juste des deuxièmes mots-clés, ou bien qui parlent des deux en même temps ensemble, je peux utiliser directement le OR. Mais pour une recherche plus ciblée, une recherche plus affinée, surtout, j'insiste sur l'application. Donc, par exemple, l'application de la lumière sur la biologie, on ne doit pas utiliser le OR, puisqu'elle va me donner beaucoup de résultats sur la lumière, beaucoup de résultats sur la biologie, beaucoup de résultats sur l'application des deux. Donc, si je cherche directement l'application, j'utilise directement le AND. Ce n'est pas la peine d'utiliser le OR. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs. Le troisième, par exemple, c'est la troisième phrase, c'est mot-clé 1, AND. Mot-clé 2, AND note, troisième mot-clé. Ou bien, plutôt, c'est une erreur. Donc, mot-clé 3. OK. EndNote utilise, généralement, on utilise le EndNote pour exclure quelques documents qui parlent d'un mot-clé bien défini. Par exemple, lumière. Laissez-moi écrire lumière blanche. Voilà, lumière blanche, and biologie, EndNote laser. Donc, je cherche tous les documents qui parlent de l'application lumière biologie, mais qui ne parlent surtout pas de laser, qui n'utilisent surtout pas le laser. Donc, c'est une méthode pour exclure des mots-clés. Des fois, on utilise des mots-clés pour les trouver, et des fois, on utilise les mots-clés pour les éliminer ou bien pour les éviter. Donc, c'est une méthode vraiment efficace afin de cibler un résultat bien affiné. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de recherche. Donc, pardon, j'ai passé directement de la création de compte vers la fonctionnalité de recherche. Ça, c'est pour vous montrer que lorsqu'on fait une telle recherche, lorsqu'on applique une telle équation de recherche, le compte, à chaque fois, enregistre, mais pas, enregistre automatiquement les paramètres choisis. Donc, enregistre toujours les filtres appliqués, les mots-clés tapés. Et comme ça, Sciences Direct va nous recommander, va nous donner à chaque fois des documents connexes. Donc, lorsqu'on dit documents connexes, qu'il y a une relation soit directe ou bien indirecte avec les documents que je cherche, les mots-clés que je tape à chaque fois, qui ont une relation avec votre axe de recherche. C'est vraiment important. Et en plus de recommandations, vous pouvez même programmer ce qu'on appelle les alertes de suivi. Hein. Donc, attendez, normalement, on va parler sur la prochaine diapo sur les alertes. Essentiel, il faut comprendre pourquoi on utilise l'équation de recherche, pourquoi on utilise les alertes et pourquoi je connecte à mon compte personnel. Donc, une fois que je suis connecté sur mon compte personnel, Sciences Direct va me suivre, va suivre mes mots-clés
va suivre ma stratégie. Comme ça, il va me recommander à chaque fois les meilleurs résultats. À chaque fois, il peut même m'envoyer sur ma boîte mail des recommandations sur l'axe de recherche. Tout ça va faciliter la période de ma thèse, la période de ma recherche scientifique. Bon, très bien. Toujours après la création de compte personnel, donc parmi les fonctionnalités offertes par Sciences Direct, c'est la configuration des alertes. J'ai parlé presque 7 fois sur la configuration des alertes aujourd'hui. Alors, elle va vous informer des nouveaux articles, des nouveaux documents qui correspondent à votre domaine de recherche, avec aussi, même vous pouvez même voir ou bien fixer la fréquence de contact, donc une fréquence soit hebdomadaire, mensuelle, semestrielle. Donc, vous allez recevoir à chaque fois via votre adresse mail personnelle toutes les nouveautés selon votre demande. Donc, la même chose aussi, vous pouvez même configurer une alerte par journal, c'est-à-dire vous ciblez un journal de votre domaine et après l'activation de cette fonction, vous allez recevoir toutes les nouveautés, tous les articles publiés par ce journal. C'est très important de profiter de ces fonctionnalités offertes par la plateforme, puisque comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez rester à jour avec les technologies et avec les nouvelles études publiées. Même la manière de configurer une alerte est vraiment, vraiment facile. Elle est tellement optimale, tellement optimisée. Donc, chacun peut configurer une alerte. Donc, je peux configurer par rapport au sujet, par rapport aux mots-clés, par rapport au journal, même par rapport aux auteurs. Donc, vous pouvez suivre une personne. Donc, vous pouvez configurer une alerte pour un auteur. Donc, si cet auteur direct publie un article, publie un proceeding, bien n'importe quel travail scientifique, directement, vous allez recevoir un rapport sur votre boîte mail sur l'activité scientifique de la personne. Donc, c'est très important de profiter de tout ça. Je veux aussi mettre le point sur une fonctionnalité très, très utile, c'est Science Direct Topics, ou bien les thématiques de Sciences Direct. Donc, cette caractéristique permet de s'initier rapidement des nouveaux sujets lors d'une recherche thématique ou bien lors d'une recherche interdisciplinaire et offre même un outil très facile, un outil très interactif pour bien comprendre des nouveaux mots-clés, pour bien comprendre des nouvelles définitions. Donc, pour chaque résultat, donc vous pouvez lire sans télécharger les articles sur Sciences Direct, vous pouvez lire directement sur la plateforme. Donc, juste vous trouverez une ligne au-dessus de chaque mot complexe, chaque mot important, et en cliquant juste sur ce mot-clé, vous voyez à droite comme l'image, donc Sciences Direct va vous orienter vers une autre page thématique avec une définition complète sur le mot-clé compliqué et plusieurs informations supplémentaires directes et ces informations vont sûrement vous aider pour enrichir vos informations sur votre domaine. Donc, c'est stratégique de lire directement les articles sur Sciences Direct. Et pour télécharger, bien sûr, c'est très facile. Donc, vous pouvez même utiliser Mendeley pour télécharger sur votre bibliothèque interne. Et comme ça, même, va vous aider pour citer les informations sur LaTeX, sur Word, sur votre éditeur Office, ou bien directement pour télécharger, pour faire le référencement des articles scientifiques, selon le style que vous pouvez. Donc, il y a beaucoup de styles que vous pouvez utiliser sur le Mendeley, l'APA, les Tarwaser, les autres. Donc, il y a une dizaine de styles maintenant exigés par les journaux classés et indexés. Toujours, voilà, c'est Mendeley. Donc, c'est une autre caractéristique très, très importante concernant on peut dire beaucoup de choses sur Mendeley, donc concernant l'organisation, concernant le stockage de documents, le stockage des références téléchargées via Sciences Direct surtout. Donc,
Ça, c'est un produit LCV. Donc, LCV vous propose ce logiciel très efficace, gratuit, 100% gratuit, que vous pouvez l'installer sur votre micro-ordinateur. Et ce qu'on appelle Mendeley, donc il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà Mendeley. Il y a beaucoup de gens aussi, peut-être qui n'ont pas l'occasion d'utiliser jusqu'à maintenant Mendeley. En fait, Mendeley, c'est un gestionnaire de références qui vous donne la main pour gérer, pour lire, pour partager, pour citer vos documents de recherche de manière très, très organisée. Et sans dire, moi, personnellement, je l'utilise. Je l'ai utilisé déjà sur ma thèse de doctorat avant 2019. Ça, c'est un autre sujet vraiment, mais c'est important comme ça. Lorsqu'on parle de sciences directes, on parle toujours de Mendeley, parce que c'est un outil de synchronisation très, très important entre les deux. Et donc, tellement c'est gratuit, donc essayez de profiter. Hein. Donc, même sur l'information, pour nous, on lance beaucoup de formations sur Mendeley et sur les produits, sur les services d'LCV en général. Donc, toujours sur l'interface principale, on peut consulter par les 4 grands domaines. Donc, nous avons déjà parlé des 4 grands domaines. Donc, si je clique, par exemple, maintenant sur sciences sociales et humaines, il va afficher les domaines. Donc, les domaines à gauche, c'est arts, sciences humaines, commerce, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 domaines. Et je peux cliquer sur chaque domaine pour voir les sous-domaines. Donc, sinon, je peux pratiquer ce point directement, peut-être mieux. Hein? Donc, on va essayer de pratiquer après. Mais pour le moment, on va faire le tour sur Sciences Directes et sur Scopus avant de basculer sur le navigateur. Une autre chose importante pour les gens qui cherchent cette fois-ci, qui cherchent des journaux pour publier leurs résultats. Bien sûr, ils doivent trouver un bon journal, un journal impacté, un journal indexé, un journal bien classé. Alors, pour avoir plus d'informations concernant les journaux que vous trouverez toujours sur Sciences Directes, ou bien pour trouver directement un journal, donc vous pouvez profiter de cette plateforme qui travaille qui est synchronisée avec Sciences Directes, qui est très intéressante et gratuite aussi. C'est Journal Finder, c'est Elsevier Journal Finder. Donc, vous pouvez juste introduire un titre, un petit résumé, et même vous pouvez appliquer les filtres pour choisir. Par exemple, je cherche un journal rapide, je cherche un journal qui répond dans 2 semaines. Je parle de la durée moyenne pour avoir une première réponse de l'éditeur et la durée moyenne pour avoir une décision finale. Si les reviewers en acceptent ou bien n'ont pas accepté votre papier ou non. Donc, surtout concernant la durée, donc concernant la difficulté, donc le pourcentage d'acceptation. Donc, à travers Journal Finder, vous pouvez trouver beaucoup de journaux selon votre besoin. Je cherche un journal qui répond dans 2 semaines, en même temps avec un pourcentage d'acceptance élevé, par exemple plus de 30%. Ce sont des statistiques vraiment réelles. C'est une base de données fiable qui vous donne directement un résultat très efficace par rapport à votre travail, votre axe de recherche, votre résumé, titre, les mots-clés, et par rapport aux journaux qui sont stockés sur cette plateforme, qui sont ouverts pour la soumission des nouveaux articles. Donc, essayez de profiter. Là, toujours, c'est pour le Publication Type, Journal Impact, Review and Publication Time. Ça, c'est pour choisir entre, par exemple, par rapport au site score. Donc, je cherche un journal avec un site score de 0. Donc, je peux jouer sur les paramètres, sur les chiffres. Par exemple, sur le facteur d'impact, je cherche un journal avec un facteur d'impact qui ne dépasse pas le 4, par exemple, entre 0 et 4. Généralement, pour les physiciens, on utilise entre 0, 4, 5. Un facteur d'impact de 4, c'est un excellent journal pour la physique. Pour la médecine, une autre chose. Pour la médecine, on peut choisir un journal de 30 facteurs d'impact, 30, 40, et je suis dans la moyenne. Pour les autres, ça dépend du domaine. Hein. C'est pour ça que maintenant, Scopus
classe les journaux par rapport au Q1, Q2, Q3, Q5, c'est-à-dire de première quartile jusqu'à quatrième quartile, c'est par domaine. C'est un classement plus logique par rapport au facteur d'impact, par rapport aux autres classements. C'est pour ça que je vous conseille de lire beaucoup sur la scientométrie, sur les critères de classement, sur les critères de l'identification numérique, comment savoir, comment faire le benchmarking, bien l'analyse comparative entre les chercheurs, entre les journaux, entre beaucoup de choses. Ça. Voilà, ça c'est pour Sciences Directes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, mais peut-être j'aimerais bien passer directement vers Scopus pour avoir une idée théorique complète sur les deux avant de répondre à vos questions et même pour faire une petite visite sur les deux plateformes, plutôt sur la plateforme Sciences Directes, sur la base de données Scopus. Il faut bien choisir les mots. Tout est bien. Normalement, tout est bien. Je peux passer vers Scopus? Si le son est bien, tout est bien, merci de m'envoyer juste un petit message. Bijoy, vous êtes toujours avec moi? Je suis avec toi. Je pense que c'est bon, oui. Okay. Merci à votre présentation, un peu dirigée à Scopus tout à l'heure. Ok, je passe maintenant à Scopus. Oui, il y a des questions. Monsieur Pédoy, donc je préfère de laisser les questions à la fin. Je passe rapidement à Scopus pour vous donner un aperçu général sur la base de données. Comme ça, pour parler de l'idée générale des deux produits avant de recevoir vos questions. Donc, rapidement sur Scopus, et donc, en parlant un petit peu sur Scopus, Scopus, la base de données, et voilà, donc à droite, c'est l'interface principale, l'interface graphique principale de Scopus. Donc, Scopus a été lancé exactement après Sciences Directes. Donc, Sciences Directes, elle était lancée en 1997, Scopus lancé en 2004. Donc, en 2004, et c'est une base de données de résumés, de citations qui est organisée et suivie par des experts indépendants. Donc, parmi ses rôles et ses objectifs, toujours est d'analyser les citations. Donc, généralement, on n'utilise pas Scopus pour télécharger les articles. Ça, c'est la fonction de Sciences Directes. Mais Scopus est utilisé pour une autre fonction plus efficace et plus stratégique. C'est pour analyser les citations par soit les auteurs, par affiliation, par les journaux. Il y a beaucoup de paramètres importants. Et aujourd'hui, on va parler de quelques fonctionnalités de Scopus, qui est une base de données Scopus qui vous donne et qui vous répond à beaucoup de questions importantes concernant la recherche scientifique. Ça, c'est pour comprendre la différence entre les deux surtout. Voilà, sur Scopus, il y a plus de 25 000 sources, de plus de 7 000 éditeurs. Donc, il y a beaucoup de 7 000 éditeurs. C'est vrai que Scopus est un produit Elsevier, mais Elsevier, c'est un éditeur parmi les 7 000 éditeurs sur Scopus. C'est une base de données vraiment mondiale. On ne trouve pas beaucoup de bases de données dans le monde. Ce sont vraiment les leaders. Surtout Scopus, c'est le leader mondial avec une quantité énorme de journaux, avec une quantité énorme des éditeurs internationaux. Je parle de plus de 7000 éditeurs et chaque éditeur, il a déjà des journaux. Donc, on parle de plus de 25 100 sources sur Scopus. Et elle offre l'aperçu le plus complet des résultats de recherche dans le monde avec une couverture complète des données de haute qualité et des outils précis de recherche et d'analyse. Tout ça, c'est pour donner aux chercheurs les informations nécessaires pour mieux interagir, pour prendre les meilleures décisions et pour obtenir des meilleurs résultats de la recherche. Et aussi à noter que sur Scopus,
Et même Scopus n'est pas seulement dédié pour trouver des documents, pour trouver des informations scientifiques, mais aussi elle a la capacité, comme j'ai dit tout à l'heure, de répondre à vos questions comme j'ai cité. Par exemple, comment trouver un projet de recherche? La réponse est sur Scopus. Donc, sur Scopus, vous pouvez trouver des nouveaux sujets de recherche, des nouvelles thématiques, des sujets actuels pertinents. Et là, peut-être, j'ouvre les parenthèses. Donc, à partir de Scopus, on peut aider nos étudiants à mieux apprendre c'est quoi une recherche scientifique. C'est la question clé et quelle est la bonne méthodologie pour lancer une telle recherche. Donc, parmi les questions aussi, comment trouver des collaborateurs? Donc, sur Scopus, on peut trouver des analyses spéciales, des analyses très efficaces afin de trouver la disponibilité des collaborateurs. Même, on peut trouver des profils. Ce sont des CV, ce sont des parcours comme sur Google Scholar. Donc, sur Scopus, c'est un peu plus détaillé, un peu plus juste par rapport les profils pour chaque auteur, les profils pour chaque affiliation. Donc, même pour chaque affiliation, pour votre université, par exemple, vous pouvez trouver un profil spécial sur Scopus avec les domaines clés, avec le nombre de chercheurs qui ont publié dans des journaux indexés Scopus. Il y a beaucoup d'informations importantes, donc c'est stratégique même pour les administrateurs, pour les responsables, afin d'orienter l'établissement scientifique. Et pour les collaborateurs, c'est très important pour les doctorants, pour les chercheurs, afin de créer des équipes mixtes, afin de trouver quels sont les auteurs qui travaillent dans mon sujet dans le monde, quels sont les laboratoires qui travaillent. Donc, c'est important aussi pour trouver un stage de courte durée, de longue durée, une bourse. Donc, c'est très bien pour collaborer entre les personnes. Il y a beaucoup de choses. Même, par exemple, le troisième point pour être rapide, donc plus de 47 millions d'enregistrements de brevets provenant de 5 offices de brevets. Donc, sur Scopus même, on peut faire ce qu'on appelle la recherche d'antériorité. Comme vous savez, maintenant, il y a une orientation globale vers les brevets d'invention, vers le dépôt des brevets d'invention, c'est les problématiques socio-économiques. Donc, on peut faire une recherche sur Scopus, sur une sous-base de données Scopus qui s'appelle le Scopus Patent, bien pour trouver directement des brevets d'invention afin de, par exemple, de voir et de valider une idée scientifique afin de savoir si mon idée est innovante, si mon travail est vraiment nouveau par rapport aux autres nouveaux. Je parle des process, je parle des prototypes, des idées scientifiques, technologiques, physiques, voilà. Comme ça, c'est très important. Tout ça, maintenant, on peut le trouver sur Scopus. Et par rapport au deuxième point, donc, on peut trouver même les anciens documents qui sont les livres mères, les livres de nos pères, les savants. Donc, depuis 1788, on peut trouver des articles scientifiques. Donc, parmi même les meilleures et les premières théories, les premières réflexions scientifiques, on peut trouver tout ça. Donc, c'est philosophique de voir et de lire les premiers articles qui nous orientent maintenant, entre parenthèses. Donc, la science, la logique des sciences est basée sur les premières réflexions, sur les premiers articles publiés. Peut-être on doit lire les informations, on doit lire des articles des années 1080, 1800 et 1788 pour voir c'est quoi la base des sciences. Donc, c'est juste une parenthèse. OK. Oui, un peu rapide. Pardon, c'est un peu rapide, mais tellement il y a beaucoup d'informations sur Sciences Directes, sur Scopus. Peut-être c'est l'occasion, peut-être une autre fois on va détailler plus. Puisque, comme j'ai dit en commençant cet atelier, donc c'est un atelier d'une série de formations, un atelier général, puis on peut détailler peut-être point par point. Pour vous donner plus d'informations sur les deux produits, je dois être un petit peu rapide. En parlant maintenant de la couverture thématique sur Scopus. Donc, on a parlé déjà de la couverture thématique sur Sciences Directes.
Maintenant, sur Scopus, les titres dans Scopus sont classés en 4 grands groupes de matières qui sont les sciences de la vie. Il y a les sciences physiques, c'est les sciences physiques aussi, comme vous voyez, sciences de la santé, sciences sociales, sciences humaines, qui sont divisées déjà en 27 jusqu'à 28 domaines principaux. Donc, on trouve par exemple 30% des titres sont dans le domaine de la santé, 28% physique et sciences et techniques, sciences de la vie, c'est 15,4%, c'est-à-dire on remarque une multidisciplinarité vraiment importante et elle couvre les domaines les plus ciblés par les chercheurs dans le monde. Bien sûr, si vous avez des questions, donc par rapport à l'analyse du Scopus, donc on va faire peut-être une petite réorientation. Je vais passer directement vers le navigateur pour voir soit Scopus ou bien Sciences Directes. On va choisir entre les deux. Une minute. Bon. La méthode d'accès à Sciences Directes. Donc, je peux écrire sur Google sciencesdirectes.com, www.sciencesdirectes.com, et puis directement, je peux utiliser ici puisque je suis déjà connecté automatiquement, hein, donc sinon, je peux choisir comment accéder à Sciences Directes. Je peux utiliser une autre astuce pour connecter à travers l'établissement. Je vais changer le partage. Je vais ouvrir une fenêtre privée comme ça. Je change le partage comme ça et j'écris Sciences Directes. Peut-être ça va marcher comme ça. Ah, comme ça. Je clique sur Register ou bien Sign in. Je peux utiliser soit si mon entreprise déjà est abonnée sur Sciences Directes, bien sur les produits d'Elsevier, je peux écrire directement ma boîte mail en utilisant le domaine professionnel, donc @université, ou bien directement vous pouvez saisir ou bien connectez-vous via votre institution. Ça, c'est un autre bouton de connexion. Il y a beaucoup de méthodes pour accéder. Généralement, je clique sur Sign in, donc s'identifier. Connectez-vous via votre institution. Je clique. Il m'a demandé de taper soit l'adresse email institutionnelle ou bien le nom de l'institution. Donc, vous pouvez entrer ici soit le nom de votre institution, ou bien votre mail institutionnel. Ça, c'est une méthode. Il y a beaucoup de méthodes, ça dépend ici. Donc, peut-être Béchoy, il a des mots à dire par rapport à l'accès. Et puis, je clique sur poursuivre en utilisant le mot de passe. Et comme ça, si vous êtes vraiment abonné, vous pouvez connecter sans aucun problème à Sciences Directes à Scopus. Il y a d'autres méthodes, par exemple, par rapport au remote access. Donc, on va voir comment accéder à vous. Par exemple, ici à mon pays, donc on utilise une autre méthode carrément à travers une autre base de données, à travers notre consortium. Donc, la méthode est vraiment simple par rapport à l'accès aux produits Elsevier. Donc, je vais... S'il vous plaît, Hicham, si vous dérangez, s'il vous plaît, si vous avez des abonnements, s'il vous plaît, pratiquez un peu avec nous quand on utilise Sciences Directes pour comprendre plus l'utilisation de Sciences Directes quand Hicham fait la formation et la présentation avec le titre. Merci bien. OK. Donc, vous pouvez même utiliser ma méthode si vous êtes déjà abonné à Sciences Directes. Donc, vous pouvez utiliser vous pouvez juste suivre les étapes que j'ai exposées pour accéder avec moi à Sciences Directes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà l'abonnement, si vous avez déjà un mail institutionnel, donc cliquez sur s'identifier et puis
tapez votre mail institutionnel ou bien votre institution. Donc, directement, il va vous orienter. Sinon, écris-moi votre université sur le chat. Essayez de m'écrire le nom de votre université, s'il vous plaît. Juste envoyez-moi le nom de votre université sur le chat, s'il vous plaît. Chacun de vous. Bien, juste un exemple. Vous pouvez écrire sur la fenêtre questions et réponses, Q&A. Ah, OK. C'est ESMGB. C'est ISM. C'est le Higher Institute of... Ah, normalement, c'est ça. Oui, c'est ça, Hicham. OK, donc vous êtes abonné. Maintenant, vous pouvez, après l'identification de votre institution, vous pouvez juste écrire maintenant votre adresse mail institutionnelle, c'est-à-dire votre le nom, prénom, je sais pas, arrobase le domaine, et donc vous pouvez directement cliquer sur poursuivre pour se connecter. Normalement, la méthode est très facile. Pour nous, nous avons une autre méthode. Donc, je vais lancer ici. Donc, pour moi, j'utilise mon consortium. Donc, c'est le SNDL. Je clique, je connecte ici. Je clique sur Sciences et Techniques. Voilà, c'est une méthode. Pour chaque pays, il y a une méthode. Hein. Donc, je clique par exemple sur Sciences, sur Scopus. S'il vous plaît, si vous pouvez m'envoyer votre domaine, un mot-clé de votre domaine ou bien juste votre domaine. Oui, c'est @esmgb.com. Oui. Donc, après, Monsieur Petoy, en utilisant votre mot de passe après, donc vous pouvez accéder sans aucun problème. Donc, en utilisant l'accès ESMGB. Envoyez juste votre domaine ou bien un mot-clé pour faire une petite recherche sur Scopus pour voir quelques fonctionnalités rapidement. En anglais, s'il vous plaît. Bon, on peut faire de la recherche sur Sciences Direct Scopus en français, hein, mais de préférence, on utilise l'anglais. Mais les documents, on peut trouver en français, en anglais, en arabe. Il y a beaucoup de documentation, on peut faire de la recherche. Ben, Gold, mais essayez de me donner un autre mot-clé aussi. Gold, c'est général un petit peu. On peut faire de la recherche quand même sur Gold. Après, à tête reposée, vous pouvez même utiliser les syntaxes pour créer des équations de recherche par rapport à vos axes de recherche. En fait, équation de recherche, c'est un atelier spécial. C'est pour chacun pratique comment extraire les mots-clés, comment créer une équation de recherche liée par son problème, par sa problématique. C'est comme ça. J'ai reçu d'autres peut-être. Oui, granulométrie, oui. Granulométrie, c'est un bon mot-clé. Sur granulométrie, j'ai utilisé juste le mot-clé donc sur une recherche générale, donc sur Scopus, ça c'est l'interface principale. Donc sur Scopus,
elle est vraiment optimisée. Donc, vous pouvez l'utiliser pour avoir beaucoup d'informations. Elle est vraiment simple, facile pour l'utilisation. Par exemple, on trouve ici pour faire la recherche. Source, c'est pour voir quels sont les journaux indexés Scopus. Il y a toute une liste. Maintenant, pour les résultats, il y a plus de 44 737 résultats. Donc, vous pouvez ici, sur Title, soit faire une recherche par rapport à votre domaine pour trouver des journaux, par rapport un titre de journal pour le trouver directement, si vous, par exemple, pour vérifier si un tel journal est indexé Scopus ou non, par rapport à l'éditeur, donc vous pouvez écrire, par exemple, Elsevier pour voir quels sont les journaux Elsevier indexés Scopus. Et par rapport les SSN. Et SSN, c'est par rapport les journaux en général, l'ISBN par rapport aux livres, on trouve le DOI par rapport aux articles, on trouve aussi l'ORCID c'est par rapport aux chercheurs. Donc, il y a beaucoup de codes universels qui sont connus dans le monde qu'on peut les utiliser. Donc, ça, c'est pour les sources. Donc, vous pouvez voir le journal avec beaucoup de paramètres scientométriques, des critères très importants par rapport au site score, par rapport au citation, les citations, les documents, nombre de citations. Il y a beaucoup de métriques importantes. Même pour classer les journaux, j'ai parlé tout à l'heure de la première quartile, deuxième quartile, troisième quartile, quatrième quartile. Donc, vous pouvez même avoir une information sur le classement de journal. De Lancet, par exemple, est très connu comme journal de Lancet. Donc, vous pouvez voir, par exemple, de Lancet, première quartile, c'est-à-dire elle est dans les 25 premières pourcents de son domaine. Donc, première quartile, c'est entre 0 et 25%. Deuxième, 25-50. Troisième, 50-75. Quatrième, c'est 75-100. Et il y a ici le top 10, c'est top 10%, c'est les premières 10%. Donc, ça, c'est une information importante. Ça va, c'est pour faire l'analyse comparative entre les institutions. Ça, c'est une autre solution, c'est un autre produit pour le sujet de notre atelier. Toujours sur la recherche, la fenêtre de recherche. Donc, elle est vraiment optimale. Donc, on peut faire la recherche par document, par auteur, par Researcher Discovery ou bien par affiliation. Donc, je peux utiliser par rapport à l'affiliation, je reviens vers le mot-clé. Hein. Donc, je vais utiliser le granulométrie pour faire une analyse rapide. Mais maintenant, je veux chercher un petit peu sur votre université, sur les SMGB. Je suis curieux. On ne peut pas écrire ici MGB, hein, donc on doit écrire le mot, le nom complet. Mettez l'Institut supérieur des mines. OK. Je l'écris. Institut supérieur des mines. L'Institut national supérieur des mines et géologie de Boca. OK. Est-ce que vous avez déjà un compte Scopus? Je sais pas. L'Institut, quelle est votre affiliation de base? Directement affilié à l'université ou bien au ministère directement, ou vous êtes privé? Donnez-moi l'université mère. Quelle est l'université mère de l'Institut? Ou bien c'est un institut indépendant? Donc, je vais écrire Bokeh, juste Bokeh. Oui, écrivez en intégralité. Bokeh. Comme ça, Bokeh. Je pense que l'université il n'est pas indexé sur Scopus. C'est pas encore Peut-être. indexé sur Scopus. Ah oui, peut-être. Peut-être. J'ai pas pu trouver peut-être qu'on doit écrire le mot en anglais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? S'il vous plaît? Bien sûr, il y a des demandes à faire pour Scopus afin de créer. L'essentiel, il faut avoir avant des chercheurs qui ont publié dans des journaux indexés Scopus. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des chercheurs, des doctorants qui ont déjà publié dans des journaux classés, indexés Scopus. Est-ce que vous avez des chercheurs, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des profils auteurs sur Scopus.
est-ce que vous avez des chercheurs qui ont déjà des profils sur Scopus? Ce sont la preuve pour créer un profil affiliation de votre institut. Donc, peut-être je peux ici faire une recherche par auteur. Si vous avez, si vous avez déjà un auteur de votre institut qui a déjà un bon index, qui a déjà des articles scientifiques dans des journaux indexés Scopus, écrivez-moi juste le nom, prénom sur le chat maintenant. Je vais essayer de le trouver. Ok, je vous l'envoie maintenant. Ouais. Parce qu'il y a un problème toujours d'écriture d'affiliation. Peut-être il y a les gens qui ont publié dans des journaux Scopus, le genre de votre affiliation, peut-être ils ont mal écrit le nom d'affiliation, parce que Scopus, c'est un algorithme, en fin de compte. Donc, on doit écrire soit en français, en anglais, soit on doit respecter, est-ce que je peux écrire Institut des mines et géologie ou bien Institut supérieur des mines ne sont pas la même, ne sont pas les mêmes. Peut-être je peux écrire directement Institut supérieur des mines et géologie, c'est bon. Ou bien Institut des mines et géologie de Bokeh. Je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup. Essayez le nom de Ahmed Amara Konaté. Quoi? Ahmed Amara. Oui. Konaté. C'est the last name, c'est Konati. Oui, last name Konaté. C'est recherche par auteur, c'est Ahmed Kamara. Il écrit généralement Ahmed Kamara. Amara, oui. Non, Amara. Oui, Amara, oui, ok. Mais peut-être sur les articles, il écrit Konati.a.1. Ça dépend de la méthode d'écriture, hein, c'est très important aussi. Bon, essayez de voir. Je pense qu'il c'est le centre émergent africain mini-société. Ça, c'est une autre affiliation, non? Oui. C'est le Centre émergent mines et sociétés. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh porte ce nom. Baralandé. Ouais. Voilà, Baralandé, effectivement. Oui. Donc, par rapport, M. Konati, il a déjà un H-index de 9. Donc, il a publié au moins 9 articles. Il a reçu au moins 9 citations pour chaque article. C'est un bon H-index. Il a déjà 25 documents. Il a reçu au moins 260 citations. C'est parmi les fonctionnalités de Scopus. Scopus est là pour faire l'analyse par rapport aux chercheurs, l'analyse par rapport aux affiliations, par rapport aux sujets d'information. Si vous cherchez un nouveau sujet, si vous cherchez des nouveaux mots-clés, des sujets qui ne sont pas obsolètes, donc vous pouvez utiliser Scopus pour faire ça. Par exemple, pour M. Konaté, je peux savoir beaucoup d'informations. Il peut même éditer son profil, donc peut-être il va trouver un autre profil avec son nom, prénom, donc il peut après choisir ou bien émerger ou bien directement choisir d'intégrer les deux en même temps. Donc par rapport à son CV, sa biographie, il a travaillé sur l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, Centre émergent africain. China. Il était en Chine? Je ne sais pas. Sinon, il a travaillé avec les Chinois. Tout à fait. Effectivement. Oui. Ouais. C'est l'Institut supérieur des mines. Je vais chercher dans les documents. Je vais télécharger, par exemple, un document View Abstract. Il a déjà ici 25 documents. Comme ça. Konati.
Ouais. Ainsi, hein, on doit le trouver, on doit trouver le nom exact de l'affiliation. Peut-être vous n'avez pas de compte d'affiliation jusqu'à maintenant, hein. Show abstract. Je vais chercher un troisième. Laboratoire de recherche, Institut supérieur des mines. Ah, voilà, à chaque fois, je trouve une nouvelle écriture par rapport à l'affiliation. Donc, parmi les choses, je ne sais pas si vous avez déjà une commission de promouvoir de visibilité, la visibilité scientifique. Donc, on doit unifier l'écriture d'affiliation. C'est très important. Très important d'utiliser une seule écriture, soit en anglais, en français, soit par rapport à l'institut, par rapport à l'adresse postale de l'institut, par rapport comme ça, comme les citations. Donc, on va utiliser un seul style, comme ça, on va garantir que notre affiliation reçoit toujours toutes les publications publiées par les chercheurs affiliés, toutes les citations reçues par les articles des chercheurs affiliés. Donc, avoir une seule écriture est très important. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel avec le correct écriture de l'institut et on va corriger sur Scopus avec notre équipe technique. Je vais envoyer mon Je n'ai pas très bien compris. s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel avec la correcte écriture de votre institut. Donc, je peux les corriger sur Scopus. Donc, on peut les trouver facilement pendant la recherche sur Scopus. Et je vais envoyer mon courriel maintenant et envoyez-moi un courriel avec le nom d'une institution, comme tu veux l'indexer sur Scopus et avec les détails de l'institut. OK. Merci. Normalement, c'est bon. Normalement, j'ai trouvé le compte, hein. Donc, c'est l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, comme ça. Oh non? C'est le BP 84, Paralandais, Guinea. Essayez de me confirmer. C'est votre adresse postale et BP 84 Paralandais, non? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, c'est ça. Effectivement, votre poste BP 84. Paralandais. OK. Oui. Donc, Bishoy, toujours avec moi. Donc, juste, oui. Vous pouvez taper l'affiliation ID. Donc, c'est 12 79 18 72. Donc, c'est parmi les comptes trouvés, mais c'est un nouveau compte, hein. Donc, pour le moment, je trouve qu'un seul document et vous avez déjà trois auteurs. Donc, je vais chercher quels sont les trois auteurs. Trois auteurs. Nous avons un autre aussi. Il s'agit de Oumar Baroukaba. Je viens de vous envoyer son prénom et son nom. Olari Fassidi, non? Non? Konati. Suleiman Fanta. Pour le moment, j'ai trouvé Olari Fassidi, Konati Suleiman Fanta. Il y a Mamadi Sissé aussi. Et donc, c'est l'occasion de demander d'intégrer les autres. La meilleure méthode, c'est chaque chercheur doit chercher son nom sur Scopus. C'est la première. Par exemple, M. Konati, M. Ahmed Amara, il utilise jusqu'à maintenant trois écritures. Des fois, il écrit Amara Konati, Ahmed, des fois Konati, A.A.
même pour les chercheurs, ils doivent utiliser le même style, le même style de nom-prénom pour éviter d'avoir beaucoup de profils. Donc ça, c'est l'unité de base. Ça, c'est l'élément de base de la scientométrie. Et puis, si il remarque qu'il a 2 profils ou bien 3 profils sur Scopus, c'est-à-dire 3 profils ID, il doit demander, comme vous voyez ici, c'est request to merge others. Il doit demander de fusionner les profils puisqu'ils correspondent à une seule personne. Donc, c'est une chose très importante. Et puis, on va essayer d'utiliser ou bien... Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pourrez remplacer Centre émergent par Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh? On ne peut pas le faire maintenant. On peut pas le faire maintenant. Vous devez envoyer-moi un courriel et je vais partager cet courriel avec notre équipe technique pour corriger les noms de l'institution sur la base de données de Scopus. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel avec les détails de l'Institut et comment tu veux écrire le nom de l'affiliation sur Scopus. Donc, on peut le corriger. OK? C'est-à-dire le nom de l'Institut, l'adresse de l'Institut et quoi d'autre? Et les détails, par exemple, la location, le postal code et n'importe quelle information, ce qui est disponible sur Scopus. OK. Sans problème, je vous l'enverrai. OK, bon. Merci. OK. Donc, on a essayé de pratiquer directement sur votre institut directement. Notre sujet d'aujourd'hui est voir la fonctionnalité de Scopus. Donc, vous remarquez peut-être en 2 clics, on a cherché 3 auteurs, on a cherché que, par exemple, M. Amara, il a déjà travaillé en Chine ou bien une collaboration avec les Chinois. Donc, ce sont des informations directes, importantes, qui sont déjà des informations dynamiques qu'on peut le trouver, qu'on peut les utiliser pour notre recherche scientifique, pour notre thèse. Donc, pour avoir un collaborateur, pour avoir un chercheur qui travaille avec moi, c'est très simple à travers Scopus. Donc, je peux contacter directement M. Amara. Donc, je suis chercheur dans le même domaine, on travaille dans le même contexte et tout. Est-ce qu'on peut faire une recherche, par exemple, ensemble? Donc, je peux trouver un collaborateur très facilement en utilisant Scopus, en utilisant cet outil. Il y a beaucoup, par exemple, une autre méthode, donc, par rapport aux mots-clés, donc, par rapport déjà, normalement, elle est 15h21. Je vais chercher un autre mot-clé. Le premier mot-clé, normalement, c'est granulométrie. Comme j'ai dit tout à l'heure sur Scopus, toujours je peux faire la recherche soit en introduisant un mot-clé, un résumé direct, un article, titre, c'est un titre d'article, en utilisant les noms d'auteurs, en utilisant le nom d'affiliation, même pour avoir les sources de financement, le funding sponsor, c'est-à-dire les sponsors, bien les gens qui financent, les financeurs, c'est-à-dire qui financent les projets de recherche. Puis sur Scopus aussi, on peut trouver des établissements de financement de recherche scientifique à l'échelle mondiale. Donc, je peux avoir un financement à travers l'analyse Scopus. Il y a beaucoup de choses importantes, donc vous pouvez à tête reposée voir et découvrir tout ça. Donc, en utilisant granulométrie, par exemple, je clique sur Search. Sur la fenêtre de résultats, j'ai trouvé déjà plus de 4000 résultats avec le granulométrie. Pour le moment, je n'ai pas utilisé les équations de recherche. Peut-être nous n'avons pas le temps pour l'atelier d'aujourd'hui de parler plus de l'équation de recherche. Parmi les résultats, donc, vous pouvez filtrer en utilisant les filtres à gauche, ce sont des filtres classiques. Donc, vous pouvez, par rapport au subject area, document type, je peux la rendre en français si vous voulez. Hein. Donc, sur français, c'est domaine, par type de document, par le nom de journal, l'étape de publication, les mots-clés, l'affiliation. Il y a beaucoup de filtres importants. Mais pour moi, pour être rapide, je passe directement vers
ce bouton très important. Donc, vous pouvez trouver à droite « Analyser les résultats ». Je clique sur « Analyser les résultats » par rapport à la granulométrie. Donc, analyser les résultats qui parlent de la granulométrie. Vous pouvez avoir ici beaucoup de courbes importantes. Par exemple, la première courbe, à travers la première courbe, on peut directement classer les résultats par rapport au nombre des articles publiés, par rapport aux années. Donc, je peux répondre à une question très importante. Est-ce que mon sujet est obsolète? Y a-t-il des gens qui travaillent maintenant sur la granulométrie? Y a-t-il des laboratoires qui travaillent sur la granulométrie? Et vous pouvez voir la croissance de la granulométrie ou bien les recherches dans le domaine de granulométrie par rapport les années. Donc, débutant en 1955 jusqu'à, par exemple, 2024, 2025, 2026, 2027, même il y a une vision que ce domaine est toujours en évolution. Donc, ça, c'est une information importante pour dire que mon sujet de recherche est vraiment que je suis à jour, que je trouve toujours des gens, des laboratoires, des chercheurs qui publient à chaque fois des articles. Ça, c'est une information vraiment positive. Il y a d'autres domaines que je vais trouver la courbe en décroissance. C'est une information négative. Mais pour la granulométrie, que je trouve que c'est vraiment ouvert, donc c'est motivant de travailler sur ce sujet. Donc, pour chaque point, par exemple, en 2019, il y a 307 documents, 307 articles classés, indexés, publiés sur des journaux indexés Scopus sur le mot-clé granulométrie. À gauche, on peut trouver beaucoup de détails par rapport à la courbe. Même par rapport aux journaux, il va vous donner quels sont les journaux. Par exemple, je vais cliquer sur les journaux. Il va vous donner directement quels sont les journaux qui acceptent maintenant la publication dans l'axe de granulométrie. Même par rapport, c'est une vision stratégique, même la démarche de chaque journal. Donc, chaque couleur est un journal. Donc, quelle est l'importance de chaque journal par rapport au mot-clé? Par exemple, le vert ici. Donc, je peux même zoomer, par exemple, de 2015 jusqu'à maintenant. Je peux cliquer sur Analyser pour voir plus de détails par rapport aux journaux. Donc, ça, c'est une méthode très importante afin de trouver un journal très efficace avec un pourcentage d'acceptance très élevé, très acceptable. Par exemple, le journal en bleu. Voilà. Le journal en bleu, c'est Revista Materia. Aussi, le journal, c'est Construction and Building Materials. Il y a d'autres journaux très importants. Donc, Material Science Forum. Il y a beaucoup de journaux. Donc, vous pouvez même cliquer sur n'importe quel journal ici pour voir ou bien pour voir directement sa page officielle ou bien sa page d'affiliation de sources détails sur Scopus. Avec beaucoup de détails, site scores, SGR, SNP, il y a beaucoup de métriques avec beaucoup de choses importantes. Vous pouvez même avoir la classe, est-ce que Q1, Q2, Q3, Q4, le subject area, les thématiques journal. Vous pouvez même directement visiter son site officiel. Et ça, c'est un journal Open Access. OK? Ça, c'est une information importante par rapport les journaux. Même par rapport aux auteurs. Par exemple, si je cherche quels sont les auteurs qui travaillent maintenant sur la granulométrie, à droite, il va vous classer les 2 premiers dans le monde qui ont publié des articles en utilisant le mot-clé granulométrie. À gauche, c'est la liste complète des articles des chercheurs ou bien des auteurs qui ont publié dans le domaine. C'est très important. Par exemple, Monsieur Golo, je ne sais pas comment, I can't spell it. OK, donc, par exemple, Monsieur Golo, comme ça, donc vous pouvez visiter son profil directement sur Scopus. Sûrement, bon, il a un H-index de 30, donc il y a beaucoup de choses, même à travers sa carrière. Donc, le nombre de publications est toujours
en augmentation, ce sont même la courbe. La courbe, c'est la courbe de citation. Donc, même le nombre de citations reçues est toujours en évolution. Il a publié plus de 249. Il a reçu plus de 2600 citations par 2200 documents. Il y a beaucoup d'informations importantes. Les thématiques de Monsieur Golo, donc, il a travaillé sur plusieurs thématiques, donc des thématiques importantes. Même vous pouvez cliquer sur cette alerte ici, ça c'est très important pour configurer une alerte. Je veux suivre Monsieur Golo, donc je clique sur cette alerte. Donc, je reçois sur ma boîte mail, directement je peux même nommer l'alerte, donc, et la fréquence d'alerte. Donc, par exemple, everyday, chaque jour, envoyez-moi un rapport sur Monsieur Golo, s'il est vraiment très actif. Ou bien chaque mois, par exemple, chaque 14 du mois, envoyez-moi un rapport avec les nouvelles citations reçues par Monsieur Golo, les nouvelles publications publiées par Monsieur Golo. Donc, ça, c'est pour configurer une alerte, pour suivre une personne. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est son ORCID. Donc, toujours, on vous conseille de créer un ORCID pour éviter justement le problème d'utilisation de nos prénoms, la première lettre de nom, bien la première lettre de prénom. Pour éviter tout ça, par exemple pour M. Amara, donc pour éviter tout ça, toujours essayer d'écrire ou bien de créer un ORCID. Donc, pour chaque soumission, pour chaque nouvelle soumission d'article, essayez d'utiliser votre ORCID, c'est Open Researcher and Contributor ID. Donc, c'est très important, c'est un code universel que vous pouvez utiliser pour chaque soumission. Normalement, on peut rester sur ces informations par rapport au Scopus. Il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble sur Scopus. C'est juste pour vous montrer l'importance de la base de données Scopus, qui est base de données dynamique, et même par rapport au Scopus, pour trouver par rapport aux sciences directes, donc même la visiter si vous voulez. Bishoy, la parole est à vous. Donc, merci Hicham pour la présentation. Elle était une question sur Science Directe. Comment on peut fixer une alerte sur Science Directe? Est-ce qu'on peut le couvrir maintenant? Oui, bien sûr. Donc, je vais ouvrir Science Directe. Donc, à travers mon SNDL, je clique sur Science Directe. Toujours granulométrie. Je clique sur Search. Et comme j'ai dit, avant de parler de... Juste une minute. Avant de parler de configuration d'alerte, il faut toujours être connecté via votre institution, ça c'est très important, et aussi être connecté à travers votre compte personnel. Donc, vous pouvez ici, je vais rester, cliquer ici pour s'identifier et ouvrir. Pour moi, je suis déjà connecté via mon compte personnel. Sinon, je peux déconnecter, c'est sign out. Sinon, ou après, je peux connecter ou bien créer mon compte. C'est très simple de créer un compte sur Science Directe. Vous pouvez même avoir comment je peux peut-être partager ici. Donc, c'est Science Directe pour voir comment créer un compte personnel. C'est Register. Je peux cliquer ici, par exemple, par rapport à mon mail pour suivre. Et mon mot de passe. Ça, c'est un autre compte. Donc, on a parlé tout à l'heure du compte institutionnel, c'est-à-dire de taper directement le nom de l'institution, puis votre mail, votre domaine et votre mot de passe. Maintenant, pour créer un compte, la méthode est très simple. Directement d'utiliser le mail, le mot de passe si vous avez déjà un compte personnel. Si vous n'avez pas de compte personnel, c'est de remplir juste un petit formulaire directement sur Science Directe. Donc, si vous utilisez pour la première fois Science Directe, vous pouvez accéder au formulaire. Pour moi, tellement j'ai un compte, donc je ne peux pas accéder directement au formulaire parce que j'ai déjà le compte.
J'espère que vous avez compris ça. Maintenant, je suis connecté par deux comptes. Normalement, vous pouvez remarquer ça. Je suis connecté à travers Center of Research, en même temps connecté avec mon nom, prénom. C'est-à-dire, il y a le HC ici et il y a à travers l'établissement ici. Par rapport à la granulométrie, par exemple, j'ai tapé granulométrie sur ScienceDirect, j'ai trouvé 14 700 résultats. Donc, je peux filtrer. Soit je peux utiliser les équations de recherche, les booléens, par exemple le end, le or, le end, les guillemets et tout, afin d'avoir des informations un peu plus affinées. Sinon, je peux utiliser les filtres à gauche. Par exemple, je veux chercher juste les research articles, juste les articles de recherche. Donc, les articles de recherche, il y a 12 723. Si je suis satisfait de ce résultat, donc je peux directement soit télécharger en utilisant le Mendeley, bien télécharger en utilisant un autre gestionnaire de recherche, soit c'est download, selected article, donc je sélecte et directement je télécharge. Directement, sinon je peux exporter à travers, comme j'ai dit, Mendeley. Après, pour configurer une alerte, c'est ça la question, on trouve cette search alert juste avec le nombre des résultats. Donc, je clique sur cette search alert. Je peux nommer ça, par exemple, granulométrie. La fréquence de recherche weekly ou bien monthly, c'est-à-dire hebdomadaire ou bien mensuel. Et je clique sur Save. Et tellement je suis connecté, il a déjà ma boîte mail, il a déjà mes informations. Il va m'envoyer directement pour chaque mois ou bien chaque semaine les résultats ou bien un rapport détaillé sur les articles qui vont être publiés pour la granulométrie. ScienceDirect ne suit pas les citations, il suit juste le nombre de publications publiées. OK. Donc, par la fin, si vous cliquez sur l'initial HC de Hicham Chorfi, s'il vous plaît, cliquez Hicham. Vous pouvez trouver l'histoire de l'alerte. Donc, si vous voulez supprimer l'alerte, vous pouvez diriger les alertes de cette étape. Et vous pouvez élaborer un peu, Hicham, dans ce point. Donc, c'est Manage Alert, c'est-à-dire configuration des alertes. Peut-être on peut l'utiliser en français, puisque là tu l'as en français, comme ça. C'est gérer les alertes. Donc, je peux cliquer sur gérer les alertes. Donc, sinon, par exemple, pour moi, j'ai déjà programmé beaucoup d'alertes. Par exemple, par rapport des rapports sur des cas cliniques, communication optique et tout. Je peux modifier, par exemple, par rapport à ça. Donc, dernier envoi, c'était hier. C'est le 13 juillet 2023. Hier, j'ai reçu déjà un rapport par rapport à ce sujet-là. Et je peux modifier et je peux même supprimer l'alerte. Donc, je suis libre. Je peux configurer, je peux contrôler tout ça. OK? OK, bon. Donc, on termine. Oui. Est-ce que vous avez... C'est une alerte de journal. Donc, c'est une alerte pour suivre un journal. C'est un journal qui s'appelle Communication Optics. Et à chaque fois, il m'envoie un rapport. OK, c'est bon. Donc, merci à tous pour avoir participé à cette formation. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel pour moi ou pour Hicham pour expliquer en plus. Merci autrefois. Tu vas recevoir, vous allez recevoir un courriel pour donner votre avis sur cette formation. S'il vous plaît, répondez à cette enquête. Et merci bien pour la participation. Et merci, Monsieur Paul. Merci, Hicham. Et on termine maintenant. Et merci autrefois. S'il vous plaît. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Oui, avec vous toujours. Oui. Oui.
Il y a quelques professeurs qui aimeraient poser des questions, Ok. si vous permettez. OK, oui, oui, je suis là, oui. Ok. Oui, Ok, moi, question sur la barre de questions, ou bien oralement. Oral, OK, c'est bon. oui, Ok. Oralement, oralement. Ouais. moi Oui, je vous entends. c'est Alpha Diané. Mhm. Ok. Ok, ma question, c'est par rapport au compte que nous pouvons créer et par rapport à l'accès au site à travers les comptes. C'est-à-dire, nous avons nos comptes professionnels, mais nous avons d'autres comptes qui ne sont pas professionnels. Quelle est la différence de connecter au site avec les comptes professionnels et non professionnels? Oui, la réponse est simple. Si vous Oui, cherchez l'accès institutionnel pour accéder à Scopus ou bien à Sciences oui, Directes, je parle de premier accès institutionnel, vous devez utiliser oui. le compte professionnel, c'est-à-dire le mail professionnel avec votre domaine. Pourquoi? Puisque votre institution est abonnée à Scopus et à Sciences Directes. Ça, c'est pour accéder aux produits. Maintenant, pour créer votre compte personnel, vous êtes libre. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, un compte Gmail, un compte personnel. Donc, c'est un compte à part, indépendant par rapport au deuxième compte professionnel. Donc, le professionnel est très important et primordial pour accéder à Scopus et Sciences Directes pour profiter des fonctionnalités par rapport à l'accès, par rapport au téléchargement beaucoup plus, mais pour profiter des autres fonctionnalités, configuration des alertes, recevoir des recommandations et tout. Donc, vous pouvez utiliser le deuxième compte qui est un compte personnel. Et donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte mail. OK. Maintenant, ma seconde question. Allô? Oui. Oui. Ma seconde question, c'est par rapport à notre bibliothèque. Par rapport, Comment peut-on intégrer le contenu sur notre bibliothèque? Euh, OK. ok. Bishoy, Donc, vous avez... oui, s'il vous plaît, donnez-moi le range de IP range. Donc, c'est quel IP dont il utilise à la bibliothèque et on peut vous donner un accès ou bien un abonnement parce que vous avez un abonnement avec Elsevier. Donc, on peut donner un accès pour le IP range de la bibliothèque avec laquelle on peut accéder le contenu de Sciences Directes ou bien Scopus avec le IP range de la bibliothèque. OK. Ça, c'est inclus dans notre abonnement institutionnel, non? Non, c'est la même. OK. 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 Quand on sera disposé, on fera signe pour ça spécifiquement. Parce que ça mérite que les agents de la bibliothèque se réunissent pour être en compte, à faire encore un atelier avec vous pour mieux assimiler ces domaines-là, quoi. Oui, je n'ai pas Oui. bien compris. C'est vraiment informatique, hein. Donc, Oui. Bishoy, il a demandé un autre atelier pour comprendre l'accès par rapport au domaine, par rapport à l'IP, par rapport à tout ça. Peut-être comme ça, vous parlez de tout Oui. ça. Yeah. Ouais. OK. Oui, donc, OK, merci. OK, je t'en prie. Nous avons une autre question, si vous permettez. OK. On demande la liste des journaux indexés pour la publication en français. C'est ça, hein? Voilà. Ouais. Nous avons une étude par rapport à ça. La liste des journaux indexés pour la publication en français. Ouais. Donc, la méthode, comme j'ai déjà exposé, les filtres. Donc, on peut filtrer beaucoup de choses par rapport les journaux, par rapport beaucoup d'informations par rapport au type d'article et même par rapport le langage et par rapport les articles. Une méthode peut-être est efficace afin de trouver les publications en français. Donc, je vais
accéder soit à Sciences Directes ou bien directement à Scopus. Je vais chercher les deux rapidement. Juste une minute. Je vais voir si on peut retrouver directement les journaux qui publient en français. Même votre ministère, à chaque fois, publie une mise à jour par rapport aux journaux, par rapport au report. Donc, à travers Sciences Directes, à travers les profils et à travers les filtres utilisés à Sciences Directes, je vais utiliser une recherche avancée, peut-être il a des informations, ISSN, ISBN, title, your other. On va chercher ensemble. OK. Accept submission. Pour Sciences Directes, vous pouvez chercher les journaux qui ont une relation forte avec votre domaine. Et puis, vous pouvez pour chaque journal voir le Guide of Others, bien directement les exigences de chaque journal pour voir s'il accepte de publier en français ou pas. Donc, la plupart des journaux publient maintenant en anglais, mais il y a beaucoup de journaux, surtout les journaux français, qui acceptent la publication. Je parle des journaux indexés. Parce que maintenant, le résumé, le titre, les références, c'est obligatoirement en anglais. Le reste peuvent être en français. Je vais chercher aussi sur Scopus par rapport aux sources pour voir quels sont les filtres complets par rapport aux sources ici. Même, je peux chercher une autre méthode pour voir, pour répondre à votre question exactement, pour trouver directement des journaux qui publient directement en français. Ça, c'est une question importante. C'est par rapport au nombre. I will do the Scopus source list. Même pour, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, vous avez toujours, par exemple, ici, le Learn More About Scopus Source List, c'est-à-dire pour avoir beaucoup d'informations par rapport les autres choses. Donc, par rapport à l'arabe, généralement, on cherche les journaux un par un pour trouver, par exemple, en arabe, en français, un par un, pour trouver les journaux qui sont indexés. C'est par rapport à la liste. J'ai pas de réponse directe pour directement filtrer les journaux qui publient en français, parce que les journaux sont vraiment hybrides. Le français est toujours deuxième choix, troisième choix. Les journaux de base sont en anglais, mais il y a des journaux qui acceptent de publier en deuxième langue ou bien en troisième langue. Et ça, c'est vraiment, on doit visiter les journaux un par un, on doit cibler des journaux. Soit on doit voir les journaux qui ont publié les travaux de nos amis, de nos collègues qui ont publié en français, et pour voir à chaque fois. Vraiment, j'ai pas de réponse directe par rapport à ça, c'est-à-dire il n'y a pas de filtre direct pour sélectionner directement, sauf les journaux qui publient en français, à ma connaissance, toujours à ma connaissance. Mais je vais chercher, si vous voulez que je trouve une réponse directe, juste écrivez-moi votre mail sur le chat. Je vais trouver directement une réponse claire par rapport à ça. Juste écrivez-moi votre mail. Oui. Je vous envoie son mail. Oui. Écrivez-moi le mail pour... C'est bon? J'ai pas reçu le mail jusqu'à maintenant. Bichoy, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Pour moi, j'ai pas de l'information qu'on a un filtre déjà qui, par exemple, quels sont les journaux qui publient en arabe, quels sont les journaux qui publient en français.
Je vais vérifier cette information et reviens à vous. Mais en général, on a une collection pour la santé, pour la demande de santé, soigner la santé. Ça s'appelle French Mason. French Mason, c'est une série de livres, ou bien e-books, qui fournit le doctorant, les étudiants, l'université, bibliothèque, n'importe quoi, avec un contenu totalement en français. Mais pour les revues, je dois vérifier cette information. On accepte Sciences Directes ou bien Scopus accepte des articles en beaucoup de langues. Donc, c'est pas seulement l'anglais. Tu peux accéder, vous pouvez accéder à la contenu avec autre langue, mais je dois vérifier ce problème et reviens à vous avec une information exacte. Exactement. Certes, pour la médecine, beaucoup plus. On a beaucoup de journaux qui publient en français, comme il a dit mon collègue, par rapport le maçon, par rapport aux collections importantes, même de l'Institut accepte des fois en français. C'est par rapport aux collections. Moi, j'ai directement pensé pour les mines, la géologie. J'ai pas d'informations exactement par rapport aux journaux. Des fois, on voit avec nos collègues, les experts en géologie, en mine, pour nous donner directement la liste qui est publiée en français, puisque généralement, en géologie, en mine, ils ne publient pas en français généralement pour l'indexer, pour le classer. Mais pour la médecine, on trouve cette orientation vers la langue française. Ibrahim, c'est bon, merci, j'ai tapé le mail, donc j'ai noté. Ok. Je vous ai envoyé une autre question sur le chat là. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, on voit le courriel. Comment avoir un sujet de recherche dans Scopus. Tellement on doit détailler sur ça. L'atelier d'aujourd'hui était juste une généralité par rapport à tout ça. Nous avons déjà un atelier sur ce titre exactement. Comment trouver un journal ou bien comment trouver un sujet de recherche à travers Scopus. C'est tout un atelier. Comment trouver un journal en utilisant Scopus, c'est tout un atelier. Donc, on a essayé dans 2 heures. Presque, on a commencé à 15 heures, à 14 heures. Donc, dans 2 heures, on a trouvé de parler en général sur les deux. Même sur Scopus, sur Sciences Directes, on trouve beaucoup d'ateliers de formation. C'est pour ça que je suis sûr que vous avez d'autres questions. Vous avez d'autres questions par rapport aux analyses, par rapport à comment trouver des sujets, des collaborateurs, comment corriger les profils auteurs, comment parler de la scientométrie. J'ai reçu une question par rapport au site score, facteur d'impact, c'est quoi cet indicateur? Comme ça, peut-être on peut pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. C'est l'occasion pour parler de l'importance de Scopus, pour l'importance de Sciences Directes. Peut-être on aura d'autres occasions pour parler en détail de tout ça. Mais j'ai noté la question. Une autre séance, excusez-moi, une autre séance va être organisée, n'est-ce pas? Oui. Oui, on peut organiser une autre session qui couvre ce sujet. Il n'y a pas de problème, mais on doit le planifier en futur. OK. Donc, bien sûr, OK. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie chaleureusement pour votre présence aujourd'hui avec nous. Donc, je suis désolé. Donc, on peut peut-être répondre à vos questions via mail. Donc, vous pouvez, comme il a dit mon collègue Bishoy, donc vous pouvez nous contacter. On est là pour vous. Même pour vos questions comme ça, comme la question de Monsieur Ibrahim. Donc, on va essayer de vous envoyer peut-être des astuces pour trouver. Des fois, on ne trouve pas une réponse directe, mais des astuces afin de trouver une solution. C'est comme ça la recherche scientifique. On est chercheur de la base. Donc, merci beaucoup. OK. Merci à tous et au revoir.